Ils ont pour mission informer et accompagner le peuple dans son quotidien. Et cela dans les règles de l'art et dans la dignité. Et depuis, ils se battent jour et nuit sans repos, au péril de leur vie, avec pour seul objectif servir leur patrie. Ils sont techniciens, journalistes, producteurs, hommes et femmes, dans l'unité, tous investis du 4e pouvoir, gardiens des seules valeurs qui nous restent. Pour servir et porter le flambeau d'une nation qui s'élève, c'est sur la 88.5. Bienvenue à l'écoute de Radio Guinée, c'est notre journal de la nation consacré essentiellement à l'actualité de chez vous, les titres. Le chef de l'État a présidé ce lundi à Kankan la journée nationale des orpailleurs. Cette journée vise à améliorer l'impact des activités minières sur les populations riveraines. Les travaux d'interconnexion des réseaux électriques des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie ont démarré ce week-end sur le site de Kaleta. 1677 km de lignes sont prévus pour desservir les 4 pays membres de l'organisation. Le coût de la réalisation est plus de 720 milliards de dollars. Et puis, beaucoup de petits producteurs ne sont pas encore touchés par les intrants agricoles subventionnés par l'État. C'est ce que relève l'Agence nationale des statistiques agricoles. Le ministère de l'Agriculture promet d'étudier plusieurs pistes afin de faciliter l'accès aux intrants. C'est tout pour les titres. Dans un instant, le détail. Aboubacar Dembatouré vous présente ce journal. Sidiki Chérif Haïdara sur la mise en onde. Encore une fois, merci et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons sur ce décret du président de la République portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président de la République, vu la Constitution en son article 69, alinéa 1, 2, 3 et 4, décrète article 1er. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le jeudi 9 février 2017 à l'initiative du président de la République autour de l'ordre du jour suivant. Projet de loi portant amendement des dispositions de la loi organique numéro L 2010/001 CNT du 24 mai 2010 portant code électoral. Projet de loi portant code des collectivités locales en République de Guinée, projet de loi organique relatif au Haut Conseil des collectivités locales, projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, projet de loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, projet de loi portant autorisation et de ratification des résolutions 612 et 613 du Conseil d'administration de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BRID relative à la souscription de la République de Guinée à l'augmentation du capital de la BRID. Article 2. La présente session extraordinaire sera close dès épuisement de l'ordre du jour par décret. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, de sa date d'ouverture de la session extraordinaire sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 6 février 2017. Professeur Alpha Condé. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Le chef de l'État a présidé ce lundi à Kankan la journée nationale des orpailleurs. Cette activité est pratiquée par des milliers de personnes en Haute-Guinée, mais le secteur manque encore d'une organisation pouvant créer des recherches pour le développement durable. Bangali Kondé.
À l'entame de cette rencontre, les zones aurifères de la Haute-Guinée ont à tour de rôle présenté les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Au nombre de ces difficultés, l'insécurité et le manque de banques commerciales pour leurs différentes transactions. Aboubakar Doumbouya, porte-parole des orpailleurs de Sigiri. Du 8 mars 2010 au 18 janvier 2014, les orpailleurs ont perdu 8 milliards 941 250 000 francs par l'effet des hommes armés. De 2014 à 2016, 11 cas d'assassinat sur 26 braquages ont été enregistrés à Sigiri. Malgré toutes ces difficultés, l'orpaillage constitue efficacement au développement socio-économique par la construction des infrastructures. Avec la nouvelle politique de l'organisation de l'orpaillage par la parcellisation, groupement des orpailleurs, nous espérons que nos conditions de travail vont s'améliorer et les conflits entre les communautés vont diminuer pour une meilleure rentabilité. Depuis plus d'1 an, le ministère des Mines et de la Géologie travaille avec les orpailleurs dans le but de réglementer le secteur. Les autorités guinéennes sont conscientes de l'apport des orpailleurs au développement du pays. Abdoulaye Magasouba. En 2016, l'orpaillage a permis à la Guinée d'engranger 304 millions de dollars de recettes d'exportation en devises avec une production de plus de 12 tonnes équivalent à la production industrielle du pays. C'est donc conscient de cette importance du secteur et des défis qu'il assaille. Quelques réponses aux nombreux défis du secteur ont été apportées à travers les dispositions du Code minier de 2013 qui fixe le cadre légal de l'exploitation artisanale de l'or. Le président de la République s'est engagé à accompagner les orpailleurs non seulement à travers la Banque nationale de développement, mais aussi en mettant à leur disposition un fonds de roulement. Il a ensuite demandé aux orpailleurs de s'organiser en groupement afin de bénéficier des aides de l'État. Kankan, Bangali Kondé pour Radio Guinée. Merci Bangali Kondé, bon séjour du côté de Kankan. L'orpaillage, donc une activité génératrice de revenus, mais la pratique a des répercussions négatives sur l'environnement, l'éducation des enfants et le secteur de la santé. C'est en tout cas ce que révèle une étude récemment réalisée à Kourousaï à Sigiri. L'étude était pilotée par Dr Kayoko Doré, consultant sur des questions économiques. Il sera notre invité en fin de journal. Les travaux d'interconnexion des réseaux électriques des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie OMVG ont démarré ce week-end sur le site de Kaleta. Il s'agit de la construction d'une ligne longue de 1677 km pour desservir les 4 pays membres de l'Organisation à partir du barrage hydroélectrique de Kaleta. Et celui en construction de Sambadougou en territoire sénégalais, plus de 1720 millions de dollars seront mobilisés pour la réalisation du projet. Au cours du lancement des travaux de l'interconnexion des réseaux électriques de l'OMVG, le président Alpha Condé a soutenu que le développement de l'Afrique doit nécessairement suivre celui de l'énergie, propos recueillis par Mamadou Adamabari. L'Afrique n'a pas été au rendez-vous des 3 premières révolutions et nous tenons à être au rendez-vous de la 4e révolution industrielle. Mais cela n'est pas possible si nous ne maîtrisons pas l'énergie. L'énergie est à la base du développement. Dans quelques années, l'Afrique sera plus peuplée que la Chine. L'Afrique peut être l'avenir du monde, mais cela n'est possible que si nous maîtrisons l'énergie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Car sur 1 milliard d'habitants en Afrique, 700 millions n'ont pas accès à l'énergie. C'est-à-dire 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. Comment l'Afrique peut se développer sans industrialisation? Seul le développement de l'agriculture et l'industrie peut permettre à l'Afrique de jouer son rôle. Cela n'est pas possible sans l'énergie. Cela n'est pas possible sans la coopération. Cela n'est pas possible sans l'interconnexion entre les différents États. Aujourd'hui, nous avons montré au 28e sommet que l'Afrique est consciente de cette nécessité, de son unité et de son intégration. Quand l'Afrique parle d'une seule voix, elle est écoutée. Nous avons démontré que nous pouvons parler d'une seule voix au COP21 et nous remercions nos partenaires de s'être engagés à financer entre 2016 et 2020 10 gigawatts. Nous remercions particulièrement l'Union européenne qui s'est engagée à financer 5 mégawatts. Du 1er au 3 mars, nous aurons à Conakry la réunion de l'ensemble des bailleurs de fonds afin qu'ils concrétisent leurs engagements. Et le 4, nous aurons le conseil d'administration de l'AEI afin que tous ces projets soient mis en exécution. La Guinée est un pays minier, bien sûr, mais nous ne voulons pas faire des mines la base de notre développement, car le prix des mines ne dépend pas de nous. C'est fait à Londres, à Washington, à Ottawa. Notre développement doit être basé sur l'agriculture, l'agro-industrie et l'énergie, car ça, nous maîtrisons. Et quand on réfléchit, qu'on regarde
mondiale, le monde, qu'est-ce que constatons-nous? Les populations augmentent. Pendant ce temps, les ressources alimentaires n'augmentent pas au même niveau. Ça veut dire que l'agriculture sera demain le pétrole du monde nouveau. Et l'Afrique est bien placée pour cela. Nous avons d'immenses plaines, de l'eau partout, des grandes capacités de barrage. Mais pour développer l'agriculture, la transformer, nous avons besoin d'énergie. Car nous avons besoin de faire des aménagements afin de pouvoir produire davantage avec des rendements plus élevés. Nous avons besoin de l'énergie pour transformer nos matières premières. Il ne faut plus que l'Afrique soit condamnée à être le pourvoyeur de matières premières et le marché où les pays développés déversent leurs produits finis. Nous devons transformer nos matières premières agricoles, minières et pétrolières en Afrique. L'Afrique aujourd'hui ne peut pas être seulement l'Égypte, c'est un très grand marché. Nous avons l'avantage, l'Afrique est le continent dont la population est la plus jeune, éclairée et accès aux différentes technologies du monde. Ce qui veut dire qu'à cause de l'énergie, nous devons développer l'enseignement. Car la jeunesse africaine doit maîtriser les nouvelles technologies afin que nous soyons au rendez-vous de la 4e révolution. Le peuple de Guinée doit être ouvert à l'ensemble de l'Afrique car nous avons toujours été panafricains et nous devons continuer. Les richesses de la Guinée ne doivent pas être seulement servir le peuple guinéen. Les richesses de la Guinée doivent être aussi servir de l'ensemble des peuples africains. C'est ça qui permettra à l'Afrique d'aller de l'avant. Je peux garantir à nos partenaires, les ministres du Sénégal, de Gambie et de Guinée-Bissau, que la Guinée sera toujours au rendez-vous du panafricanisme. La Guinée sera toujours au rendez-vous du donner et du partage. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Le ministère de l'Agriculture cherche à comprendre l'itinéraire des intrants agricoles subventionnés par l'État à travers le pays. Cette enquête confiée à l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires révèle que beaucoup de petits producteurs ne sont pas encore touchés par cet appui, un résultat qui pousse le ministère de l'Agriculture à étudier plusieurs pistes pouvant faciliter l'accès aux intrants. Adi Baldé. 62% des producteurs enquêtés affirment qu'ils n'ont pas fait recours aux intrants subventionnés au compte de la campagne 2016. Les raisons sont diverses. Les uns parlent de mauvais chemin dans la distribution, d'autres parlent de manque de moyens financiers pour acheter au comptant ces intrants, et un troisième groupe parle de retard dans la mise à disposition de ces intrants. Pourtant, l'idéal est de servir d'abord les petits producteurs. Madame Jacqueline Sultan, ministre de l'Agriculture. Cette étude va nous permettre d'avoir une meilleure lecture de cela, mais surtout penser aux solutions pour faire en sorte que les intrants aillent aux plus démunis et que la subvention puisse bénéficier à ces petits producteurs et non pas aux agrotrafiquants. C'est vrai, l'engrais est faiblement utilisé et pourtant une des pistes de solution a été de mettre en place une usine d'engrais. Donc l'engrais est accessible aujourd'hui à tous. Peut-être que le prix de cession de cet engrais au niveau de l'usine est encore un petit peu élevé, mais c'est déjà une avancée. Pour la campagne 2016, le plus grand nombre de producteurs touchés par la subvention de l'État se retrouve dans la région de Farana avec 49%, Zérékoré 47%, Kankan 46%, 43% pour Boké, Kindia 29%, Mamou et Labé sont respectivement à 26% et 24%. Pour le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, l'État doit se retirer de ce volet intrant. Docteur Mfamara Conté. Parmi vos recommandations, vous devriez inciter l'État à se défaire progressivement de l'achat et de la distribution des intrants. Hormis les produits phyto qui sont utilisés dans la lutte contre les grands fléaux. Mais tous les autres intrants, il faut faire en sorte qu'on passe la main progressivement au secteur privé qui en est l'acteur le mieux indiqué. En tout cas, si le chemin n'est pas revu, les producteurs auront du mal à relever les rendements à l'hectare, encore faibles en Guinée. Merci Adi Baldi. La crise de carburant, notamment l'essence, persiste par endroits à Conakry, la capitale guinéenne. Si certaines stations fonctionnent normalement, d'autres en revanche sont toujours fermées. Cette pénurie dure maintenant depuis plus d'une semaine. Algassimo Baldé, reportage. Sur les 9 stations situées le long de l'axe Kobaya, centre émetteur en passant par Lambagni, 5 stations seulement fonctionnent normalement. Mamadou Diaby et Jordan ont fait plusieurs stations avant de trouver quelques litres à la station Shell de Nongo. Je viens de Kobaya, j'ai toutes les stations qui sont en cours de route. C'est seulement à Nongo ici, je viens d'en avoir 20 litres. Dès que je suis venu, j'ai vu quelques voitures garées et je me suis dit il faut essayer ici aussi. Heureusement pour moi. J'ai eu du mal parce que c'est la 4e station là où je viens d'avoir juste le carburant. Je viens de Lambagni, Carrefour unique. J'ai fait la station Shell, il n'y avait pas de carburant. La 2e station Shell, il n'y avait pas de carburant. La 3e qui était la station TMI, il n'y avait pas de carburant aussi. C'est la 4e. Heureusement, j'ai trouvé un peu ici, je crois. Donc je vais profiter ici.
Certains gérants de stations affirment que la pénurie de carburant est due au retard accusé par le bateau qui était annoncé depuis la semaine dernière. Merci Al-Gassim Oubaldi. Il faut dire que la crise d'essence perdure également dans les stations de l'intérieur. À Kindia, automobilistes, conducteurs de moto et autres usagers luttent pour avoir le litre d'essence. De Kindia, la correspondance de Abdoulaye Soumaré. La crise d'essence persiste à Kindia depuis bientôt une vingtaine de jours. C'est des longues files qui se forment autour des stations d'essence pour avoir le litre et évacuer à ses affaires. Dans ce sens, le combat est engagé entre automobilistes, conducteurs de motos et vendeurs illicites de produits pétroliers. Ce sont souvent des vendeurs qui prennent le dessus pour aller revendre le litre entre 15 et 20 000 francs guinéens. Ce samedi, ce sont deux stations BTN qui se sont partagées le contenu d'une citerne, l'une à Damakanya et l'autre à Carvanserai. La station Total est à l'honneur ce dimanche avec les mêmes tracasseries. Il reste entendu que cet approvisionnement à compte-gouttes ne peut en aucun cas arranger le consommateur réel du liquide inflammable dans la cité. C'est au contraire les vendeurs illicites qui peuvent y trouver leur compte et aussi des pompistes sans conscience qui demandent 5 000 francs sur chaque bidon de 20 litres à servir, avec pour conséquence la montée vertigineuse du prix du transport interurbain et inter-sous-préfectoral au détriment des paisibles populations. Bureau régional AGP Kindia, Ablaise Marie pour la RTG. Le préfet de Koubia vient d'entamer une tournée de prise de contact dans les collectivités relevant de sa juridiction. Il s'agit pour Khalidou Keïta de prendre contact avec les populations à la base, redynamiser l'administration préfectorale, renforcer le tissu social, sauvegarder et préserver notre environnement. De Koubia, Mamadou Alpha Diallo. Le côté est de la préfecture fit la première étape de la tournée. D'abord à Gadaoundou, une sous-préfecture qui fait frontière avec la République sœur du Mali. Le porte-parole des populations, le maire et le sous-préfet ont tour à tour exprimé leurs préoccupations, à savoir la réfection du tronçon Koubia-Gadaoundou. Dans sa réponse, le préfet Khalidou Keïta a tout d'abord invité les populations à préserver l'environnement avant de promettre de transmettre les doléances formulées par les populations de Gadaoundou au président de la République, le professeur Alpha Condé. Après Gadaoundou, ce fut la sous-préfecture de Fafaya. C'est avec des groupes de folklore que la délégation du nouveau préfet Khalidou Keïta a été accueillie à Fafaya. Ici aussi, le souci majeur des populations demeure le reprofilage de la route Koubia-Fafaya, l'affectation de personnel enseignant et soignant et l'obtention d'eau potable. Au retour, la délégation du préfet a fait également escale à Bassara où elle a rendu une visite de courtoisie au vénéré saint à qui, pour ses prières, elle a transmis les salutations du président de la République, le professeur Alpha Condé. AGP Koubia, Mamadou Alpha Diallo, depuis Fafaya pour la RTG. Le Cameroun, sacré champion d'Afrique des Nations de football 2017, il remporte son 5e titre face aux Pharaons d'Égypte, 2-1. Les Lions indomptables ont reçu au Cameroun avec tous les honneurs par des supporters. Le Cameroun va conserver ce titre jusqu'à l'organisation de la CAN 2019. Mamadou Alpha Diallo. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée sur fond de suspense et de surprise. La phase de poule, à l'issue de laquelle 52 buts ont été marqués, a été caractérisée notamment par l'élimination du Gabon, pays organisateur, et de l'Algérie. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et la République démocratique du Congo n'ont pu honorer leur statut de favoris. À l'inverse, des équipes considérées comme outsiders sont montées en puissance au fil des matchs et se sont hissées au dernier carré de la compétition. Il s'agit du Burkina Faso, du Cameroun et de l'Égypte. Après avoir perdu la demi-finale face à l'Égypte, les étalons du Burkina Faso ont privé du Ghana leur 4e petite finale, qui s'est soldée par 1-0 en faveur des Burkinabés. Le Cameroun, avec une sélection décimée par l'absence de 8 cadres de l'équipe, les Lions indomptables ont balayé le Ghana en demi avant de retrouver en finale l'Égypte et notre routier du football africain. C'est à l'issue d'un match épique et plein de caractère et de détermination que le Cameroun a renversé l'Égypte. Pourtant, tous les voyants étaient au vert pour celle-ci, car à la 22e, Mohamed El Neni a été à la conclusion d'un bon mouvement collectif, 1-0 pour l'Égypte à la pause. À la reprise, Nicolas Nkoulou égalise à la 59e avant que Vincent Aboubakar entre en jeu. Nkoulou El Hadari sur sa ligne
à la suite d'un enchaînement parfait. Poitrine, aile de pigeon et reprise de volée pour porter le score à 2-1. Le Cameroun monte pour la 5e fois sur le toit de l'Afrique et balaie les souvenirs de ces 2 CAN perdus face à l'Égypte en 86 et 2008. Le meilleur buteur de la compétition est revenu à la République démocratique du Congo et l'auteur s'appelle Junior Kabananga avec 3 réalisations. L'une des particularités de cette édition est l'augmentation des primes. Le Cameroun, vainqueur de cette édition, aura 4 millions de dollars contre 1 500 000 il y a 2 ans. Et la deuxième équipe qui est l'Égypte va recevoir 2 millions au lieu d'1 million il y a 2 ans. C'est donc dans la peau de champion d'Afrique que le Cameroun organisera sa CAN en 2019. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Pour la rubrique invitée du journal, nous recevons aujourd'hui un de nos consultants sur des questions économiques avec Dr Yoko Doré. Nous parlons des résultats de l'étude qu'il a récemment menée sur l'impact social de l'orpaillage dans les préfectures de Sigiri et de Kouroussa en Haute-Guinée. Il est au téléphone avec Amara Kamara. Docteur Kayoko Doré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kamara. L'actualité en Guinée, c'est la journée nationale des orpailleurs qui se tient à Kankan. Et il y a quelques années, vous aviez fait une étude sur ce secteur. Quelles étaient les grandes lignes de cette étude? Je dois dire que, pour être précis, j'avais dirigé un projet financé par le PNUD pour le gouvernement guinéen. Et nous avions fait beaucoup d'infrastructures comme des écoles primaires, des collèges, des lycées, des postes de santé et des centres de santé. Et ceux qui ont géré le projet après moi, avec les autorités, se sont rendus compte que et les élèves, et les enseignants, et les agents de santé désertaient les infrastructures pour aller travailler dans les mines. Cela a donc été préoccupant et on a demandé de faire une étude pour chercher à comprendre les raisons pour lesquelles il y avait donc de ce départ massif d'enseignants, d'élèves et d'infirmiers des infrastructures vers les mines. Est-ce que vos études ont effectivement révélé ce départ massif? Oui, durant une période, cela a été le cas, mais l'inspection régionale de l'éducation à Kankan, les directions préfectorales de la santé, les gens, ils ont reconnu qu'à un moment donné, il y a eu ce départ, mais que des mesures étaient en train d'être prises pour que les gens reviennent, que élèves et enseignants soient plus permanents dans les classes. Alors, c'est juste le volet social que vous aviez examiné? Non, l'éducation et la santé à la fois. Et l'environnement, il y a eu quelque chose dessus? Bien sûr, mais on ne peut pas aller faire une telle étude sans regarder cet aspect dans la mesure où, juste en traversant les régions, notamment le Bourré, on est frappé par la désolation qui vient donc de la destruction de l'environnement par les orpailleurs. Quelles étaient les zones ciblées pour cette étude? Les zones ciblées étaient les préfectures de Sigiri et de Kouroussa, notamment dans les régions comme dans les sous-préfectures comme Tignan, dans Sigiri et puis d'autres sous-préfectures de Kouroussa, comme Kiniro par exemple dans Kouroussa. Alors après de telles études, je crois que vous faites toujours des recommandations. Est-ce que ça a été le cas? Tout à fait, des recommandations. D'abord, j'ai identifié les principales causes de l'orpaillage. Pourquoi? Le départ massif des bras valides vers l'orpaillage. Et je me suis rendu compte qu'il y a d'abord la faible productivité de l'agriculture qui fait que les revenus des paysans sont faibles. Donc, ils se disent que dans l'orpaillage, il faut y aller parce que c'est là où les revenus sont un peu plus consistants. Il y a aussi le chômage persistant et massif des jeunes qui sortent d'université, des jeunes qui sortent des écoles professionnelles qui n'ont rien à faire, se disent qu'il faut mieux aller tenter sa chance dans les mines où on peut du jour au lendemain avoir de l'argent. Et peut-être qu'à l'époque, il y avait eu aussi des machines détectrices de l'or. Donc cela a fait illusion à un moment donné. Il y en a même qui ont vendu leur domicile, des terrains pour acheter des machines et y aller avec. Il y avait donc ces différentes raisons qui ont fait que les gens y allaient. Maintenant, après le constat, après des entretiens avec les responsables au niveau de la région, au niveau des préfectures, au niveau des communes rurales, on a fait les recommandations, notamment qu'est-ce qu'il fallait faire pour maintenir les gens dans ces zones-là. Le PNUD avait aidé le gouvernement à élaborer le programme emploi jeune qui avait initié des projets vivre contre apprentissage ou bien des projets comme le volontariat jeunesse et un certain nombre d'activités qu'on a financées qui ont eu des résultats
probant. Le ministère de la Jeunesse aujourd'hui a continué ces projets et les a même mis à l'échelle. Nous, on les avait comme des projets pilotes, aujourd'hui sont développés à l'échelle. Mais je crois qu'on n'a pas pu encore, comme je l'avais recommandé, les mettre en place dans ces zones-là. Pour cela, il faut aussi du financement. Est-ce que ces financements continuent? Oui, mais voilà, si le PNUD a continué ses financements. Il y a aussi le programme MUFA qui s'intègre dans le projet présidentiel pour créer avec les femmes et les jeunes des entreprises de jeunes et de femmes. On pourrait donc orienter ces crédits dans les zones d'exploitation minière et aider les gens, conseiller les gens de prendre des activités agricoles, des activités artisanales et bien d'autres types d'activités. Merci bien, Dr Kayoko Doré. Merci beaucoup. Docteur Kayoko Dori, consultant sur des questions économiques, répondait aux questions de Amara Kamara. Il nous parlait des résultats de l'étude qu'il a récemment menée sur les impacts sociaux de l'orpaillage dans les préfectures de Sigiri et de Kouroussa. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis Kinyeran, Gadaoundou, Fafaya, Marela, Yukunkun, Saramoussaya ou encore à Kuntia, Sangoya et Bessia et Taouya. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous réécouter sur le site www.lecourrierdeconakry.com. Merci de votre attention. Au revoir. Arrêtez ça. Hitler est mort. Ankana olula konotu. Kele manyinde. Samori est mort. Ankana olu ressuscité. Kele manyinde. Shaka Zulu est mort. Wangana olula konotu. Voilà. Qu'elle est magnifique. Vraiment, ça suffit.